vous avouer que je suis très content de voir autant de personnes intéressées par un sujet qui est un petit peu ardu, c'est vrai, mais qui mérite quand même réflexion. Et effectivement, qui pendant très longtemps a été ignoré, je dirais des gens de droite en général, et des royalistes, pas forcément, toujours, mais souvent et longtemps. Alors, qui je suis juste très rapidement, je suis professeur d'histoire-géographie dans un grand lycée de la région parisienne, Versaillais, un lycée qui porte le nom d'un général républicain connu, le lycée Hoche, enfin le général Hoche, pardon, et je suis un petit peu depuis 20 ans là-bas, la revanche de Chouan, quelque part, comme quoi il n'aura pas le dernier mot, même 200 ans après. Voilà, donc je suis professeur, je suis un vieux maintenant, militant royaliste, je suis devenu royaliste par l'Action française en 1980. Et je le suis resté, malgré beaucoup de circonvolutions ou autres, et je suis d'autant plus heureux de prendre la parole devant des jeunes et des moins jeunes de l'Action française, qui a été ma maison mère, depuis très très longtemps, depuis 1980, et qui reste ma maison mère, même si parfois j'en suis un peu éloigné, ne serait-ce que géographiquement déjà, parfois, mais c'est toujours le 10 rue Croix des Petits Champs qui est une adresse presque familiale pour moi, et qui rappelle que, comme disait Barrès, la nation est une amitié, et l'Action française aussi est une amitié qui perdure parfois au-delà même de l'engagement du moment. Voilà, donc pour ma présentation, alors je suis maintenant à un âge où on peut faire le bilan et on peut se consacrer à des thèmes peut-être apparemment moins pratiques, mais qui en définitive rejoignent tout à fait les préoccupations des royalistes contemporains de 2023. J'ai bien dit 2023 et pas 1789 seulement. Alors, le moment en plus est particulièrement bien choisi pour ce type de conférence. Pourquoi? Parce que on n'arrête pas de parler de la retraite. On parle de la retraite, on parle du temps de travail, on parle de, je dirais parfois de l'âge de capitaine, quelque part aussi, et on parle des retraites, de leurs conditions d'accès, de leur financement. C'est une question qui nous ramène presque à l'histoire. Pourquoi? Parce que la retraite par répartition, par exemple, c'est en France qu'elle est née, c'est Colbert qui l'a créée, et Jean Garrigue, d'ailleurs, dans un article récent, nous le rappelait, Colbert, l'édit de Nancy, le 22 septembre 1673, instaure le premier système de retraite par répartition du monde, les caisses des invalides de la marine royale. Bon, c'est quelque chose d'anecdotique, pas tant que ça en définitive. On se rend compte à travers cette anecdote que la monarchie française a souvent eu des idées qui seront reprises plus tard, y compris par ceux qui paraissent bien loin de ces idées, de son esprit. Voilà. Alors, tout ça nous rappelle, ces manifestations qu'on voit aujourd'hui, l'importance des syndicats, tout ça nous rappelle que la question sociale, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, elle est aussi éminemment politique, parce que c'est le pouvoir politique qui fait les lois. Ce n'est pas le pouvoir syndical. C'est le pouvoir politique qui aura le dernier mot d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour ou contre. C'est par la politique, à l'Assemblée, que vont se régler ces problèmes de retraite, ces problèmes de réforme, etc., etc. Et si les syndicats sont en première ligne dans cette sorte de bataille franco-française, c'est bien le Parlement, le gouvernement, le président qui tiennent les solutions ou tiennent les réponses aux questions qui sont posées. Il n'est pas sûr que ce soit de bonnes réponses, il n'est pas sûr non plus que les questions soient bien posées, en tout cas sous cette République-là. Alors, certains s'étonneront peut-être que les royalistes, que des royalistes s'intéressent à la question sociale. Parce qu'on dit souvent, les royalistes, on les imagine encore en perruque descendant d'un carrosse. J'exagère à peine. J'entends encore parfois des choses assez amusantes, ou je lis des choses assez amusantes sur les réseaux sociaux. Et quand un royaliste se pique d'évoquer la question des retraites, quand un royaliste se pique d'évoquer la protection sociale, quand un royaliste se pique d'évoquer la question des accidents du travail, sur lequel j'ai monté une petite campagne royaliste sociale l'année dernière, certains sont surpris. Disent mais pourquoi, comment se fait-il, on vous attendait à la messe, on vous trouve devant l'usine, on vous trouve sur des questions, je dirais, de chantier, de blessés, de temps de travail, etc. Pourquoi? En fait, il faut être clair.
les royalistes n'ont jamais complètement déserté le terrain social. Longtemps, il est vrai, il n'est pas apparu comme le plus déterminant, parce qu'il y avait la Révolution, parce qu'il y avait l'après-Révolution, il fallait reconstruire, etc. Et néanmoins, il faut quand même voir que ce sont des royalistes qui, les premiers, ont eu le sentiment que l'industrialisation ne se passait pas bien pour ceux qui étaient à la base. On voyait bien sûr les fortunes nouvelles, mais on voyait aussi où on sentait la misère. Et ce sont ces royalistes qui étaient parfois des notables, qui étaient parfois des préfets, je pense en particulier au préfet Villeneuve-Bargemont, qui vont ouvrir, je dirais, véritablement la question sociale en France, ouvrir la question de la souffrance ouvrière, et chercher parfois à apaiser les misères de l'industrialisation et du basculement accéléré des populations rurales dans un monde urbain, parfois extrêmement dur. Et en particulier, je voudrais citer celui qui, à ma connaissance, n'a encore aucune thèse sur lui, ce qui quand même est un véritable scandale d'historien. Peut-être que ça va changer, on est quelques-uns à faire en sorte que nos collègues s'y intéressent, c'est Villeneuve-Bargemont. Villeneuve-Bargemont, c'est un nom que vous avez peut-être jamais entendu, et c'est bien dommage, c'est un préfet du roi Charles X. C'est un préfet qui est resté fidèle à la branche qu'on appelait carliste à l'époque, on ne parlait pas encore de légitimiste, et il sera député ensuite royaliste du Nord, légitimiste du Nord, et le premier, c'est lui qui se penche sur la misère ouvrière et qui va être absolument effaré de ce qu'il voit. Il ne se contente pas d'attendre qu'on lui fasse des petits rapports, il va directement dans les endroits où ça ne va pas, dans les logements, et ce qu'il voit l'épouvante absolument. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on a pu laisser en France se développer une telle misère? Et il va la dénoncer, il va dénoncer le scandale, sans oublier, et c'est ça qui est aussi original dans Villeneuve-Bargemont, de prôner une véritable politique sociale d'amélioration des conditions, pas seulement de travail, mais aussi de vie, et en particulier de logement des ouvriers. En fait, il annonce d'ailleurs, dans un livre qu'il va écrire en 1834, quelques éléments de cette intervention d'aujourd'hui sur les origines de la question sociale en France. C'est bien les origines que je vais évoquer et traiter, mais qui, en définitive, pourront avoir quelques résonances jusqu'à aujourd'hui, au moins pour la réflexion sociale. Alors, Villeneuve-Bargemont va écrire un livre qui s'appelle « Économie politique chrétienne ou recherche sur les causes du paupérisme en France et en Europe et sur les moyens de le soulager et de le prévenir ». Ce titre est un peu long, je vous l'ai donné avec le sous-titre, mais il dit bien quelle est son intention en quelques mots, et je trouve ça quand même assez intéressant. Dans son livre, il dénonce, dès le début de son enquête, l'influence néfaste de l'Angleterre, qui a pour lui été à l'origine de ce paupérisme avec le développement de la grande industrie et de la classe des possédants construisant sa fortune sur l'exploitation de la race humaine. Je cite Villeneuve-Bargemont, « Le système anglais repose sur la concentration des capitaux, du commerce, des terres, de l'industrie, sur la production indéfinie, sur la concurrence universelle, sur le remplacement du travail humain par les machines, sur la réduction des salaires, sur l'exécution perpétuelle sur l'excitation perpétuelle des besoins physiques, sur la dégradation morale de l'homme. Ce texte est écrit en 1834. Or, si on le reprend point par point, on a là véritablement les questions, les problèmes sociaux, pas seulement en France, mais aussi à travers la société de consommation, sur l'excitation, par exemple, perpétuelle des besoins physiques. On a un texte qui est d'une très grande actualité. Je l'ai fait lire dernièrement à certains collègues, sans leur dire d'où ils venaient, et quand je leur ai dit qu'il avait été écrit il y a 2 siècles, beaucoup de ses collègues d'histoire ont été surpris et m'ont demandé la référence que je me suis évidemment empressé de leur donner. Voilà. Alors, il y a Villeneuve-Bargemont en plus va dans ce livre. Alors, les extraits de ce livre, je les ai eus par un livre que je n'ai pas ici, qui est un livre qui est sorti il y a 1 an à peu près, sur les catholiques sociaux de 1830 à 1930, qui a été fait dans le cadre d'un sujet d'agrégation. Il y avait, je crois, il y a 2-3 ans, un sujet d'agrégation qui portait sur la question sociale, et il y a eu quelques livres très intéressants qui sont sortis et qui ont un peu renouvelé la problématique, ainsi que le livre que je citerai tout à l'heure de Léon Humbert sur le catholicisme social, qui est absolument passionnant. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que
il y a, à travers Villeneuve-Bargemont, une remise en cause de la validité de la doctrine du libéralisme économique promue par Adam Smith et Jean-Baptiste Say. Et ce qu'il écrit, les résultats sont loin d'avoir répondu aux promesses. On est forcément conduit à penser que la science a trop présumé d'elle-même, qu'elle a bien plutôt enseigné l'art de produire les richesses que celui de les répartir équitablement, et qu'ainsi, au lieu de soulager l'indigence, elle a très probablement contribué à la propager. Bon, là, en quelques lignes, Villeneuve-Bargemont pose les bases de la réflexion sur les origines de la question sociale. Et alors, je vous ferai quand même une remarque, c'est que le développement, ce qu'on appelle le développement, c'est la fameuse théorie de Rostow qui a été ensuite diffusée par les États-Unis, par Truman, etc. La théorie de Rostow, c'est un développement en 5 phases qui doit mener à la société de consommation, c'est-à-dire au modèle anglo-saxon, états-unien d'échange et de consommation. Eh bien, en fait, quand on regarde la manière dont cela se passe dans les pays qu'on appelle émergents, dans les pays du Sud, on se rend bien compte que la misère que nous avons connue à travers les populations ouvrières, minières et même paysannes en France et en Europe, eh bien, elle se reproduit ad vitam aeternam dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'accès à la société de consommation dans tous les pays ne peut passer que par ce développement qui provoque pendant 2 générations, je dirais, l'exploitation, la surexploitation et la surmortalité aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les classes sacrificielles, parce qu'elles se sacrifient en espérant que le lendemain sera meilleur pour les fils ou les petits-fils. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le modèle social français a existé indépendamment de ce modèle-là avant la Révolution française. Et le modèle social français était un modèle beaucoup plus équilibré, un modèle social corporatif, et on peut se poser la question, s'il avait triomphé au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, s'il n'avait pas cédé devant les assauts des anglo-saxons, s'il avait supplanté dans les faits et surtout dans les esprits le modèle anglo-saxon, s'il avait supplanté le modèle franklinien, il n'est pas certain que le mode de développement que nous avons, avec les conséquences sociales mais aussi environnementales, soient exactement les mêmes. Et c'est sans doute ça qui est absolument incroyable, c'est de voir l'occasion manquée par la France. Alors, parce que de cette révolution française, de ce qui va se passer en France, va découler aussi un certain nombre de malheurs jusqu'à aujourd'hui dans des pays très lointains de la France, qui ne connaissent peut-être même pas la France, mais je reviendrai tout à l'heure dessus. N'oublions pas une chose, c'est qu'à la veille de la Révolution, le premier pays, la première économie, la première industrie, le premier commerce, la première marine, c'est la France. Ce n'est pas l'Angleterre. Or, l'impression que l'on a quand on lit un manuel scolaire, c'est que c'est l'Angleterre qui dominait déjà, c'est absolument faux, c'est une impression. En fait, la Révolution française a changé la donne et du coup a fait disparaître un modèle qui était concurrent et qui était surtout alternatif du modèle anglo-saxon. J'y reviendrai sans doute. Alors, n'oublions pas, donc que la France aurait pu faire des choses différentes parce que, comme je vous l'ai dit, elle était cette grande puissance et que il y a une chose qui m'agace toujours dans les manuels d'histoire, qui évidemment sont des manuels simplistes, mais qui ont tendance évidemment à être le politiquement correct je dirais, de la Troisième République à nos jours, c'est que on a toujours l'impression que le seul berceau de l'industrialisation, c'est l'Angleterre. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, en fait, le berceau de l'industrialisation, c'est aussi la France. Il y a des mines, il y a du charbon, il y a, je dirais, regardez Jouy en Josas, à côté de Versailles, par exemple, c'est Oberkampf, il y a déjà une industrie du textile, il y a, je dirais, des campagnes qui sont prospères, etc. Et il y a des découvertes. Le fardier de Cugnot, la vapeur, on dit toujours les Anglais, les Anglais, les Anglais. Mais la France était quasiment en pointe. Ça nous rappelle qu'en France, il y a encore une vingtaine d'années, on était en pointe sur certaines technologies, qu'on a laissé partir ou qu'on a laissé tomber pour des raisons éminemment politiques et qui n'étaient pas des bonnes raisons en définitive. Et aujourd'hui, on se retrouve bien piégé par cet abandon. Décidément, ce que je dis toujours à mes élèves, quand je commence l'année, je leur dis, vous savez, l'histoire ne sert à rien. Alors ils me disent, on peut partir alors. Non, non, elle ne sert à rien parce qu'en définitive, les gens ont beau la connaître, ils n'en tiennent pas compte. Et on refait toujours les mêmes erreurs ad vitam aeternam. C'est sans doute dans la nature de l'homme de refaire les mêmes erreurs. Disons que nous essayons quant à nous au moins de comprendre ces erreurs pour justement éviter de les refaire. C'est tout le principe de ce qu'on appelle l'empirisme organisateur. Alors, le XVIIIe siècle, puisque
c'est là qu'on a le nœud du sujet. Le XVIIIe siècle, c'est, dit-on, le siècle des Lumières. Il n'est pas certain qu'il soit d'ailleurs aussi lumineux que cela, en fait, et des lumières trop vives peut-être, on arrivera rapidement aux aveuglements, au fanatisme, et on sait que la Révolution française ne fut pas un long fleuve tranquille. Ce qui est certain, c'est que l'esprit libéral, au sens économique du terme, alors ce que j'entends libéral, évidemment, c'est au sens vraiment de la liberté, du laisser-faire, du laisser-passer, c'est-à-dire de l'absence de limite, en définitive. Hein. C'est l'illimité, l'idée que tout est possible, y compris le pire, quelque part, et que pourvu que ça rapporte, eh bien, le pire est acceptable. Et que tout peut se vendre et tout peut s'acheter. C'est un petit peu ça que j'appelle le libéralisme. Évidemment, on pourrait concevoir une autre définition, par exemple sur le plan politique, et évidemment, si on relit Raymond Aron, cette définition que je viens de vous donner mériterait évidemment d'être nuancée. Là, je parle du libéralisme au sens, je dirais, le plus historique et le premier du terme, du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors, ce qui est certain donc, c'est que l'esprit libéral, au sens économique du terme, il apparaît de plus en plus comme l'idéologie dominante du moment, même au-delà de l'Angleterre. Il y a un accueil enthousiaste en France d'un homme qui le symbolise bien, c'est un anglo-saxon, c'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin est un de mes boucs émissaires habituels, une de mes têtes de turc habituelles, parce que c'est un type qui est absolument désagréable. On commence à s'en rendre compte, d'ailleurs, dès qu'on commence à étudier un petit peu son cas. Et c'est le signe, voire le symbole de cette hubris que sera le libéralisme à la fin du XVIIIe. Il ne faut pas oublier que ce qu'il incarne va être applaudi par la noblesse libérale, qu'on appelle la noblesse libérale, qui d'ailleurs s'en mordra les doigts par la suite, et par une bourgeoisie qui n'a pas toujours compris d'ailleurs tout ce qu'il a dit. Mais il incarne, il est la figure du bourgeois libéral à l'anglo-saxonne, individualiste, travailleur, mais attention, on voit déjà que la définition de travailleur dans ce sens-là n'est plus exactement la définition générale qu'on pourrait en donner. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est l'homme qui ne met pas forcément les mains, je dirais, dans la terre, ou qui ne met pas forcément les mains dans, je dirais, dans le minerai, quelque part. Le travailleur, pour lui, c'est celui qui est acharné à faire des comptes, c'est celui qui commerce principalement, c'est pas forcément celui qui travaille de ses mains, et on verra d'ailleurs que peu à peu, on aura une sorte d'invisibilisation des gens qui font du travail manuel. Et on le verra d'ailleurs, y compris dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir cette invisibilisation, bref, vous m'avez compris, des classes, comme on disait jadis, laborieuses en France et ailleurs. C'est assez marquant, y compris sur la Révolution française, où quand vous regardez bien, vous n'avez pas de chapitres ou de textes véritables sur le monde paysan, alors qu'à l'époque, il représente 90% de la population française. Alors, il est vrai que le monde paysan a très mal supporté la Révolution. La Vendée, par exemple, mais le Berry, mais d'autres endroits aussi en France, ont montré cette absence de soutien du monde paysan à l'égard de la Révolution et de ce qu'elle impliquait. Alors, il est l'auteur, Benjamin Franklin, d'une formule qui va faire florès jusqu'à nos jours et que l'on répète souvent sans la comprendre, « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. C'est une formule que j'ai toujours trouvée absolument terrible. Elle me gênait quand j'étais gamin. Je ne sais pas pourquoi, ça me gênait. D'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent quand on était gamin, etc. Mais même ça me gênait parce que l'argent prend désormais la place de Dieu. Dans le temps, les temps anciens, au Moyen-Âge, Dieu, c'était le temps, justement. Et à partir du moment où on change la formule, le temps, c'est de l'argent, eh bien, d'une certaine manière, on ramène le temps à une simple dimension utilitaire. Et en même temps, on garde la divinité, non plus à travers Dieu, mais à travers l'argent. Désormais, c'est l'argent qui devient le nouveau Dieu. On sacralise l'argent et on utilise le temps. Et cette formule qui semble... Alors, il y en a un qui l'a très bien compris d'ailleurs, hein, c'est Max Weber qui le rappelle dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il le montre, c'est lui d'ailleurs qui ressort ce texte de Benjamin Franklin qui avait été oublié tellement il était bien intégré dans le monde de la bourgeoisie. Ainsi, Benjamin Franklin, il ne faut pas l'oublier, c'est celui qui considère que celui qui flâne, celui qui rêve,
eh bien, il est totalement inutile à une société qui est désormais totalement indexée sur la possession de l'argent, valeur suprême, valeur de différenciation, valeur de hiérarchisation sociale désormais. Ce qui compte, ce n'est pas le meilleur, c'est le gagneur, d'une certaine manière. C'est, j'allais dire, la mentalité Bernard Tapie d'une certaine époque. L'avoir l'emporte sur l'être. À travers cette idéologie que j'appelle le franklinisme, cette pensée, c'est le désintérêt, c'est le don, c'est la charité, c'est le partage qui sont déconsidérés, dévalués, condamnés. Ça sert à quoi d'être solidaire? Ça rapporte quoi? Ça rapporte quoi de donner? Ça rapporte quoi de... D'ailleurs, Benjamin Franklin vit de manière assez sobre, assez austère. Hein. Bon, comme l'idée, c'est de ne pas, je dirais, dépenser n'importe comment. Donc pour lui, évidemment, la noblesse, eh bien, elle est... ou les grandes fêtes villageoises, d'ailleurs, parce qu'on dit toujours les fêtes de la noblesse, mais les fêtes villageoises qui étaient extrêmement importantes, qui étaient un moment où on consumait, d'ailleurs, tout ce qu'on avait ou presque mis de côté, parfois à tous les sens du terme, d'ailleurs, pendant l'année, ou pendant un certain temps de l'année, eh bien, tout ça est incompréhensible pour un Benjamin Franklin, qui est lui plutôt pour, je dirais, le fait d'amasser. C'est pas tout à fait étonnant si l'une des personnes les plus populaires, entre guillemets, des bandes dessinées des années 50-60 en France et aux États-Unis, c'était la figure de Benjamin Franklin à travers Picsou. Le fameux Picsou, l'avare quelque part, qui, chez nous, rappelons-nous, eh bien, est démonté, dénoncé par Molière. Molière, c'est l'anti-Franklin, quelque part, quand on regarde bien, avant l'heure. C'est assez intéressant, et c'était pas les mêmes époques, hein. Molière n'a pas connu Franklin en tant que tel, hein, mais c'est dans le temps long du texte. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette indexation, je dirais, sur l'argent de la société mènera à une situation d'injustice et de misère sociale, celle-là même que Villeneuve-Bargemont dénonce en 1834. Alors, c'est en tout cas cet état d'esprit libéral, porté par les élites économiques et sociales du royaume, qui domine au milieu du XVIIIe siècle. On peut même parler d'une fascination pour le modèle anglais. Alors c'est assez courant en fait en France. On est toujours fasciné par le modèle d'ailleurs. Moi je suis très frappé, on en parle beaucoup avec mes collègues, par le fait que beaucoup de nos élèves de classe préparatoire vont ensuite faire des carrières à l'étranger. Ça ne veut pas dire que la France ne les intéresse pas, etc. Mais ils vivent tous dans cet archipel métropolitain. Ils vont aller faire des études à Francfort, ils vont aller faire des études à New York, au Canada, à Londres, etc. Ils ne connaissent pas le monde au-delà du périphérique. Ils ne connaissent pas le monde qui est aujourd'hui le monde des gilets jaunes, d'une certaine manière, d'où leur incompréhension, quelque part. Pour eux, le monde, c'est cet archipel métropolitain. En dehors, point de salut. Eh bien, c'est exactement la même chose à l'époque. C'est exactement la même chose, et on regarde évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Angleterre, puis dans les nouveaux États-Unis. Il y a une fascination pour ce modèle anglais, et on pourrait le voir à travers le mouvement des physiocrates, sur lequel il vient de sortir un livre fait par un libéral, Jean-Marc Bernard, qui mériterait une certaine réponse. Non pas que ce que dit Jean-Marc Bernard, personnage d'ailleurs étonnant et à plusieurs facettes, un jour on en reparlera peut-être, quand les micros seront éteints, mais Jean-Marc Bernard récupère les physiocrates dans un sens ultra-libéral, enfin libéral en tout cas, il l'est lui-même, il récupère l'écologie en voyant dans les physiocrates des ancêtres des écologistes raisonnables. Je ne suis pas certain que ça soit exactement comme cela, qu'il faille penser les choses et que le physiocrate ait exactement eu les propos, ou plutôt les idées qu'il leur prête. Je referme la parenthèse. En tout cas, les physiocrates, ils sont fascinés aussi par ce mouvement qu'il y a de l'autre côté de la Manche, c'est le mouvement des enclosures. Ce mouvement de privatisation des terres, où l'on supprime les communs, etc., et ce qui a libéré ce que Karl Marx appellera ensuite l'armée de réserve du capital, qui va aller s'engouffrer, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, dans les usines, dans les mines, et qui va servir évidemment de main-d'œuvre au développement de l'Angleterre par la suite. Hein, donc les physiocrates ne sont pas du tout d'ailleurs des philanthropes en tant que tels. Hein. Pour eux, et je l'avais noté d'ailleurs dans mes petites recherches, pour eux, certes la terre est source de toute richesse, l'agriculture est la force réellement productive, ils ne sont pas du tout industrialistes,
mais ils veulent créer une sorte de capitalisme agrarien grâce au retour à la terre des nobles et au partage des communaux. Mais quand on dit partage des communaux, c'est en fait leur privatisation, hein, pour se partager entre grands propriétaires ou moyens propriétaires, car d'après eux, seul un grand domaine bien outillé peut avoir un grand rendement. Abolir les vieux droits collectifs de parcours et de vaine pâture, éliminer la petite propriété au profit de gros fermages, etc., etc. En fait, c'est le programme qui sera appliqué dans les années 50-60 avec les lois Pisani et quelques autres qui vont faire que, du coup, on aura, dans les années 60, 200 à 300 000 paysans ou personnes du monde rural qui rejoindront la ville et on verra, ça sera le moment où on arasera les haies, on comblera les fossés, on fera donc, on en finira avec le bocage, ce qui arrangeait bien d'ailleurs un certain nombre de républicains pour des raisons un peu historiques dans l'ouest de la France, et on en finira avec le bocage pour avoir de grandes parcelles où la mécanique, où la machine peut, je dirais, s'introduire et fonctionner. Bon, on voit qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que certains avaient espéré, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, en fait, au XVIIIe siècle, tout ça, ce ne sont que des idées, ce ne sont que des principes, c'est un état d'esprit. On se moque du petit paysan, etc. Mais en même temps, on vante, je dirais, ces grands prés un peu bucoliques que l'on a de l'autre côté de la Manche. Et en même temps, mais tout ça reste, je dirais, très diffus. Ce n'est pas encore arrivé à la tête de l'État. En fait, on va avoir les premières victoires politiques du libéralisme économique à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Même si ce ne sont que des prémices et qu'à chaque fois, les rois auront l'intelligence, quand ils constatent que ça ne peut pas aller, que ça se fait au détriment de leur peuple, ils parlent des peuples au pluriel, eh bien, ils n'hésiteront pas à revenir en arrière. Et c'est peut-être ça qui va aussi créer un certain ressentiment de la part d'une bourgeoisie qui se sent toujours contrainte et qui ne se sent pas assez libre de faire ce qu'elle veut. Et ne l'oublions pas, la Révolution française apparaît aujourd'hui comme une espèce de transfert de pouvoir, économique comme politique, des classes dites privilégiées, mais aussi des classes populaires paysannes, j'en reviendrai un petit peu, ce qu'on appelle le socialisme féodal, vers la classe possédante bourgeoise urbaine, principalement urbaine. Pourquoi est-ce que je dis principalement urbaine? Parce que, en définitive, après s'être intéressée à la terre jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, elle abandonnera la terre pour la ville, véritablement. Là, il y a un véritable basculement, et on revient d'ailleurs à la définition même du mot bourgeois du Moyen-Âge. Alors, première étape, première grande victoire de l'idéologie libérale, ce sont les lois de mai 1763 et juillet 1764. Alors, je ne vais pas vous faire une grande explication du texte. En fait, ces lois, elles vont dans le sens du laisser-passer, laisser-aller. C'est le moment où l'on en termine avec la police des grains. Jusque-là, c'est le roi qui était le grand panetier, c'est le roi qui était le père nourricier. Et là, on dit, il faut en finir. Il faut en finir avec toutes les institutions, tous les règlements qui régentent le commerce des subsistances. Ainsi, on abandonne le commerce au marché. Et alors, il y avait des règles très précises, hein, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec le pain, il devait avoir une certaine qualité, passer une certaine heure, il devait être même donné gratuitement, etc. C'était vraiment quelque chose d'important, et c'était très lié d'ailleurs au rôle du roi nourricier. Là on dit, il faut en finir avec tout ça, c'est pas efficace, c'est pas utile, on perd de l'argent, etc. On pourrait faire... On libéralise, on supprime cette police des grains, qui était quand même très importante et qui chassait les spéculateurs qui deviendront d'ailleurs qui est d'ailleurs la figure noire, si on veut, du 18e, mais aussi du 19e, et encore aujourd'hui. Hein, le spéculateur, celui qu'on appelle l'accapareur, en fait, hein, celui qui garde les grains pour faire monter le prix quand on en manque. Et ça va être un véritable échec. Parce que ça va provoquer une crise, en particulier une crise frumentaire en 1766. Et alors, les libéraux ont quand même un sacré culot, parce qu'ils disent « Ah mais non, s'il y a eu cette crise, c'est parce que c'est pas allé assez loin. » Il s'est trouvé simplement que le grain ne circulait plus, que le grain était accaparé par quelques-uns,
que ça a provoqué une véritable panique au bout d'un moment, et des colères incroyables dans les villes, pas tellement dans les campagnes, mais dans les villes, évidemment, parce que les villes étaient extrêmement dépendantes du grain qui venait de la campagne. Et on sait l'importance, je dirais, du pain dans la société d'Ancien Régime. Donc, la bourgeoisie, les libéraux disent non, non, c'est pas ça, on n'est pas allé assez loin, etc., etc. Bon, et puis ces pauvres gens, ils n'y comprennent rien, etc., etc. On a déjà une forme de déni social qui sera d'ailleurs l'une des principales caractéristiques de l'esprit libéral bourgeois. Alors, d'ailleurs, une petite incise là-dessus. Je parle à plusieurs reprises, j'ai parlé de bourgeois. Il faut être quand même précis sur le terme. Le terme aujourd'hui est souvent mal compris, caricaturé, etc. Il y a l'esprit bourgeois, ce n'est pas forcément les bourgeois. Quand on regarde bien la structure sociologique des bourgeoisies sous l'Ancien Régime et même jusqu'à aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la bourgeoisie dominante, qui n'est pas forcément d'ailleurs la plus riche, pas toujours. C'est une bourgeoisie qui, justement, cherche à ce qu'il n'y ait plus d'entrave à son pouvoir, considère c'est nous qui faisons l'économie, c'est nous qui devons faire la politique. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les sachants, entre guillemets. Bon. Et en fait, il y a toute une part des bourgeois qui vont d'ailleurs rester très attachés à l'ancienne définition de la bourgeoisie, c'est-à-dire des bourgeoisies travailleuses, soucieuses de la société et du bien commun, des bourgeoisies enracinées qu'on trouve dans les villes et qui vont souvent être d'ailleurs les victimes de la Révolution française, parce qu'on dit c'est la victoire de la bourgeoisie, mais de l'autre côté il y a quand même des classes bourgeoises qui disparaissent, qui prennent vraiment sur la figure, c'est celles qui étaient liées justement au métier, aux corporations, aux jurants qui vont disparaître. On les oublie un petit peu, mais en fait, c'est pas la bourgeoisie n'est pas homogène, en définitive. Donc c'est pour ça que, quand je dis bourgeois, là, c'est l'état d'esprit libéral, peut-être, qui profite à une certaine forme de la bourgeoisie, mais pas, en tout cas, à cette bourgeoisie enracinée, qui d'ailleurs restera très longtemps fidèle, et qui encore, aujourd'hui, forme cette espèce de petite bourgeoisie qu'on dit de province, parfois qu'on dit avec un peu de mépris, quand on est parisien, etc., ce que je ne suis pas, je vous rassure tout de suite, de cette petite bourgeoisie provinciale qu'on voit souvent surgir dans des grands mouvements, comme en 2013 au moment de la Manif pour tous, ou même au moment des Gilets jaunes, où je me souviens avoir vu quelques scènes épiques, où on voyait de ces bourgeois, de ces entre guillemets petits bourgeois enracinés de certaines villes, qui étaient à la manœuvre avec bras dessous, avec l'ouvrier du bâtiment. C'était, ne l'oublions pas, une révolte très vraiment de gens qui travaillaient. C'était pas une révolte de chômeurs, c'était pas une révolte de banlieue, comme on dit entre guillemets, pas une révolte de jeunes non plus, c'était vraiment une révolte de travailleurs au sens vrai du terme. Après, c'est devenu autre chose, des récupérations, etc. On le sait, mais à l'origine, et je vous conseille là-dessus de lire, il y a eu plusieurs livres très intéressants qui sont sortis, bien sûr ceux de Christophe Guilly, mais le livre de, son nom m'échappe à l'instant, Pierre Vermeuren. Cette France qui déclasse. Pierre Vermeuren est un historien de la Sorbonne, si je ne m'abuse, qui est un spécialiste du monde arabe et qui a fait une analyse extrêmement précise et extrêmement intéressante des Gilets jaunes et des mouvements sociaux en France, venant de quelqu'un qui n'était pas spécialisé à l'origine dans ce monde-là. Et c'est vraiment quelque chose qui nous apprend beaucoup, et il le fait en plus avec une plume légère, avec un petit peu d'ironie. C'est très agréable à lire, et surtout c'est très très instructif sur cette période-là. Je referme ma parenthèse, mais juste pour vous dire qu'en définitive, les Gilets jaunes sont aussi d'une certaine manière les conséquences de cette période-là, et de cet esprit-là qui domine. Parce que on parle sur du temps long, en définitive. Et ce qu'on voit au milieu du XVIIIe siècle, on le vit encore d'une manière peut-être différente, évidemment, toute proportion gardée, mais on le vit encore aujourd'hui. L'état d'esprit est un peu le même. Il y a quelqu'un qui le rappelait avec un certain humour, pardon, c'était Pierre Desproges, quand il évoque les bourgeois qui ont pris la Bastille et qui sont restés ensuite au pouvoir. Ils y sont encore. Alors, il y aura, après 1763-64, il y aura l'épisode Turgot, en 1776, qui est souvent vanté par les libéraux. On dit, il a modernisé, il a voulu moderniser, il abolit les corporations. C'est une première abolition, c'est pas la dernière, et c'est pas la définitive, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'elles ne seront abolies qu'en 1791. Alors un petit rappel d'abord sur ce qu'étaient les corporations. Ces corporations, elles existent depuis le Moyen-Âge. On les trouve des manières différentes. On a même évoqué les formes de corporations
dans l'Empire romain. Attention, le mot de corporation apparaît très tardivement en fait. On ne le trouve pas dans les textes avant le XVIe, XVIIe siècle. On parle plutôt de métier, on parle d'art, on parle je dirais, de jurande, de maîtrise, de franchise. Le mot corporation est un mot plus tardif qui symbolise, qui veut définir, qui veut théoriser les corps de métier. Elles encadrent le monde du travail. Ce sont, si je fais simple, des organisations de profession autour d'un métier, d'une production. Alors ça va être les métiers de la bouche, de la boulangerie par exemple, avec il y a toujours un saint, c'est Saint-Honoré. Ça va être les métiers de l'orfèvrerie, c'est Saint-Éloi. Les métiers de la pierre, alors on va trouver les compagnons et tout. Alors c'est très mélangé, parce qu'aujourd'hui il y en a certains qui se réfèrent évidemment à des formes de compagnonnage dans des sociétés qui n'ont pas grand-chose à voir, à mon avis, avec le travail manuel, mais enfin bref. Et donc on a, ces métiers sont donc organisés, les métiers organisent le travail, veillent à la qualité du travail. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qui va gêner beaucoup la bourgeoisie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Aussi, elle veille à la qualité des travailleurs. C'est-à-dire qu'un travailleur, il doit faire de la belle ouvrage. C'est pour ça que le mot travail rappelle une torture. Il naît assez tardivement, il naît après la Renaissance. Ça m'amuse toujours de voir quand les insoumis, entre guillemets, ils sont aussi insoumis que je suis archevêque, mais quand les insoumis parlent, à chaque fois dans leur cercle d'études, mais c'est ce qu'on appelle les mots valises, ils évoquent cette définition, le travail, le tripalium, etc. etc. Oui, c'est vrai. Seulement, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'avant le mot travail, avant qu'il n'existe, il était remplacé par des choses bien plus concrètes. Le labeur, l'ouvrage, l'œuvre, le grand œuvre, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans le travail, je dirais, qui honorait, le travail qui était honoré, qui alors, il y avait aussi en plus la dimension religieuse sans doute, mais c'était évidemment que le travail était dur, et la terre était dure, je peux vous dire que la terre était dure, et même si le temps de travail était bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, même le monde paysan travaillait moins qu'aujourd'hui, et dans le monde ouvrier, on avait à peu près, à la veille de la Révolution, ça dépend des métiers, mais les ouvriers ont à peu près, dans les villes, 90 jours de congé. Alors il y a les 52 dimanches, tout ça disparaîtra à la Révolution. Tout ça disparaîtra à la Révolution, on l'oublie un peu trop. Il faudra attendre 1936 pour que les ouvriers français récupèrent le temps de congé qu'ils avaient avant la Révolution française. Ça, c'est quelque chose qui est assez... Pour ceux qui ont travaillé sur la durée du travail, quand on travaille dessus, on est toujours surpris de choses qui, étonnamment, n'apparaissent pas dans les manuels scolaires, ni dans le bilan de la Révolution. Alors, je me suis un peu écarté, mais juste pour vous expliquer que ces corporations, elles sont très organisées. Alors, d'ailleurs, elles peuvent d'ailleurs même parfois faire faillite aussi. Elles sont... elles prennent soin de leurs participants, des gens qui y travaillent. Elles ont des codes, chacun a son code, chacune a son code, comme chacune a son saint. Et par exemple, dans les églises des villes, que ce soit une ville comme Dinan ou une grande cathédrale ou autre, vous avez les 12 chapelles latérales qui sont dédiées les unes et les autres. Alors aujourd'hui on l'a un peu oublié parce qu'elles ont été souvent désacralisées, ou alors on a mis d'autres... mais elles sont au départ données à une profession, à une corporation. Et évidemment, dans certaines villes, on a telle corporation qu'on n'a pas forcément dans telle ou telle ville. Donc, elles ont des formes de protection sociale, elles ont même des formes de retraite, elles ont un patrimoine constitué de biens, d'œuvres, de bâtiments. Ce sont de véritables communautés professionnelles autour d'un corps de métier. Ce sont des républiques du travail. C'est d'ailleurs ce que mettra en avant le terme, on le trouvera parfois aussi sous la plume de Charles Maurras. Il évoque ces républiques du travail qui étaient celles issues du Moyen-Âge. Alors, le problème, c'est qu'elles sont des obstacles à l'individualisme. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, que vous ne savez pas quoi en faire, que vous voulez investir parce qu'il y a de bonnes affaires à faire, mais si vous n'êtes pas du métier, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, évidemment, certains disent, mais c'est une atteinte totale à notre liberté d'investissement, etc., etc. Et la réponse des corporations est toujours invariable. Il dit, mais écoutez, il faut être du métier pour investir dans le métier. Il faut que le travail du métier profite aux gens du métier.
Voilà. Et donc, il y a cette logique-là qui, évidemment, ne colle pas avec les nouvelles demandes, surtout qu'il y a beaucoup d'argent hein, au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. D'ailleurs, même déjà dès l'époque de Molière, le bourgeois gentilhomme, il a de l'argent, il ne sait pas quoi en faire. Donc, il y a ça aussi, hein, il y a une circulation financière. Alors du coup, bon, on se dirait, on se verrait bien comme les Anglais investir dans ceci ou dans cela, etc. Mais à la terre, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on veut acheter une terre qui est une terre communale, qu'on veut l'acheter à un noble ou à l'église, c'est pas possible parce que c'est pas les gens, c'est pas les nobles ou le clergé qui protestent, c'est le fait que les paysans ils disent oh là, ça va pas aller, hein, vous touchez pas à nos terres, hein, de tout temps. On les a connus comme des terres de pacage, etc. Vous y touchez pas. Donc évidemment, bon, il faudra attendre que la loi soit mieux faite, entre guillemets, selon les bourgeois, pour qu'on puisse passer par-dessus les contestations des paysans. Alors, en tout cas, elles sont un obstacle. Et alors Turgot va les faire dissoudre et interdire. Il va confisquer leur patrimoine. Et alors, il a quand même, c'est là où on se dit que le libéralisme est quand même quelque chose d'étonnant, et c'est pour ça que, quand il y a eu le moment des Gilets jaunes, j'avais évoqué avec mes élèves et les étudiants de classe préparatoire, je leur avais dit, nous assistons là à la radicalisation des modérés. Ce que j'appelais la radicalisation des modérés, c'est le fait qu'on va tirer à un coup de LBD, on va faire une répression extrêmement forte, à l'égard des Gilets jaunes, parce que là, il y a vraiment un problème, ça vient du fond du pays, etc. Et tous ces modérés qui nous parlent de la mondialisation, qui nous disent liberté, 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 à ce moment-là, c'est insupportable. Et c'est exactement l'attitude de Turgot. Turgot dit liberté, liberté, mais quelques jours avant la suppression des corporations, il fait interdire tous les libelles qui pourraient prendre la défense des corporations qu'il va dissoudre. Voilà. C'est-à-dire, et donc il y a cette radicalisation des modérés pour éviter, là encore, je dirais, une résistance trop forte de ce qu'on pourrait appeler le pays réel, que ça soit en 2018 ou en 1776. Voilà. Alors ça rappelle un petit peu d'ailleurs ce qui sera fait quelques années après, parce que le modèle Turgot servira à d'autres, quelques années après avec les biens du clergé. Bon. Alors, c'est Louis XVI hein, qui avait été convaincu par Turgot. C'est un jeune roi, c'est un roi des Lumières, quelque part. C'est en tout cas un roi scientifique. On s'est beaucoup moqué de lui. On a tort, parce que c'est un roi qui a fait des travaux d'électricité. D'ailleurs, ça a même surpris Benjamin Franklin quand il est allé le voir. On dit à Benjamin Franklin, vous allez voir, il n'est pas très malin. Hein. C'est un grand bonhomme, il fait 1m90 quand même. Hein. Louis XVI, c'est pas du tout celui qu'on représente, petit, gros, etc. Dans certains films ou autres. Là encore, on voit comment est-ce que l'image crée un état d'esprit. Mais en fait, il est plus grand que tout le monde. Hein. Il est plus grand que tout le monde. Louis XVI, c'est pas du tout ce petit gros qu'on se plaît à imaginer dans certains milieux. Et il a été convaincu par Turgot, il a signé le décret, mais très vite, il comprend que ça se passe pas bien, et il voit qu'il y a un problème. Parce qu'il entend, il reçoit des tas de courriers et tout, et puis mine de rien, il est assez attentif à ce qu'il se dit. C'est plutôt un taiseux, c'est un solitaire, on le sait, mais il est attentif à ce qu'il se dit, et surtout, il ne veut que le bien de ses peuples. Alors là, c'est quelque chose qui, à Louis XVI, on pourra lui dire, hein, c'est-à-dire c'est compliqué pour des gens comme Mélenchon ou autres maintenant, ou même comme Jean-François Kahn. J'avais rencontré Jean-François Kahn, j'avais discuté un peu avec lui il y a bien longtemps sur cette question de Louis XVI. Alors, il me disait, non, c'est pas Louis XVI qui pose problème, c'était Marie-Antoinette, etc., etc. C'était pas exactement ce qu'il écrivait, mais enfin bon, voilà. Et donc, Louis XVI, il se rend compte qu'il y a une erreur, il va désavouer Turgot, et il va recréer les corporations, tout en les simplifiant. C'est-à-dire qu'il profite de l'occasion pour les simplifier, les rationaliser. Pas exactement lui qui fait ça. Enfin, il dit, voilà, il faut quelque chose qui ressemble aux corporations. C'est un peu déjà ce qu'avait fait Colbert en son temps. Alors, je ferai quand même une remarque aussi. C'est que ce jeune roi, il a une vingtaine d'années à l'époque, qui est de naturel taiseux, comme je l'ai dit, solitaire, il est sensible au bien des populations, mais au-delà, il y a quand même deux choses que je voudrais rappeler. C'est que c'est un roi qui se retrouve confronté, dans les années 1780, à une crise frumentaire. La base de l'alimentation, c'est le blé, c'est le pain, etc., etc. On lui présente, c'est Parmentier, Voltaire ne voulait même pas en entendre parler, hein, on lui présente la pomme de terre. Ce que Voltaire dédaigne en disant la racine, c'est bon pour les bouseux et pour les cochons, en gros, etc., etc. Et tout de suite, il comprend l'intérêt, et c'est lui qui fera que la pomme de terre va devenir aussi populaire en France. Je dis toujours à mes élèves, quand vous allez prendre des frites, des chips, de la purée mousseline et que vous faites le petit volcan dedans, pensez toujours un petit peu au roi Louis XVI, parce que c'est lui qui l'a popularisé. Elle était popularisée ailleurs, mais il a fallu, bon, il y a toute une stratégie qu'il va employer, parce qu'il avait très bien compris que c'était sans doute une des solutions à la question alimentaire dans le monde paysan.
Alors, sachant une remarque quand même que je voudrais faire, c'est que, je ouvre beaucoup de parenthèses, n'en voulez pas, c'est le côté prof qui revient, mais c'est que la France est le premier royaume d'Europe, premier grand pays, à sortir du cycle des famines grâce à son organisation politique. Parce qu'on dit toujours que la France est la Chine de l'Europe, c'est vrai qu'elle fait sa transition démographique avant tout le monde, pour une raison relativement simple, c'est qu'après 1720, alors il y a eu des hivers très froids, 1708, 1710, il y a eu 700 000 décès quand même, mais après, il y a eu 1720, il y a eu la peste, etc. etc. Mais après, la monarchie ordonnée, organisatrice, elle a permis que, quand il y avait un problème, le grain montait très rapidement par les routes qui étaient sécurisées, il n'y avait plus de guerre à l'intérieur. Il n'y avait plus de guerre. Donc qui dit plus de guerre, dit plus de destruction de champs, dit plus de victimes, etc. Et ça explique pourquoi on passe de 20 millions en 1720 à 27 millions à peu près en 1789, c'est-à-dire relativement 70 ans, ça fait 2 générations à peu près, 2 générations et demie on va dire pour l'époque. C'est énorme pour l'époque. C'est leur baby-boom à eux, d'une certaine manière, qu'on oublie un petit peu trop, et c'est ce qui permettra d'ailleurs à Napoléon de pouvoir faire la guerre aussi longtemps, et en ayant pas tout à fait compris qu'on est déjà arrivé à la fin de la transition démographique. Je referme la parenthèse, mais c'est important quand même de le savoir, parce que quand la Révolution va éclater, il ne faut jamais l'oublier, la France est la première puissance européenne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Chine de l'Europe, et c'est un pays riche, mais avec un État pauvre et endetté. Mais moins endetté en proportion que le nôtre aujourd'hui. Bon. On a trouvé des moyens d'amortisseur social aussi. Alors, la deuxième chose que je voulais dire à propos de Louis XVI, c'est que c'est lui qui invente la fameuse formule, la justice sociale. Justice sociale, c'est lui. C'est quelque chose que même Wikipédia, alors là, si Wikipédia le dit, alors ça sera intéressant de voir ce qu'en dit ChatGPT, là, la fameuse intelligence artificielle, qui est quand même très woke, c'est moins qu'on puisse dire, mais on trouve la plus ancienne, alors je vous cite Wikipédia, du coup, je me suis dit pour une fois, allez, la plus ancienne mention de l'expression justice sociale se retrouve dans l'esprit des journaux de décembre 1784, dans les propos attribués à Louis XVI concernant le droit de suite, etc. Donc, il s'attaque au droit féodal, etc. Mais ça, c'était très tendance à l'époque, etc. On ne comprend pas exactement le droit féodal tel qu'on pouvait comprendre ensuite. Et il dit, à un moment, en fait, c'est parce que un certain nombre de nobles se réfèrent à des origines franques. Et donc, il dit, mais qu'est-ce donc que ces petits aristocrates qui s'affiliant par de ridicules fables aux anciens dévastateurs de l'Europe, donc les ancêtres francs, barbares ou autres, n'ont de titre réel que l'insolente barbarie, qui rampant autour du trône qu'ils voulurent détruire, s'avisent de conserver des simulacres de souveraineté et veulent y avoir des esclaves. C'est vrai que la noblesse a passé son temps à se battre contre le roi, contre l'État royal. Richelieu, Mazarin et D'Artagnan en savent quelque chose. D'Artagnan, le vrai D'Artagnan, de la famille de Montesquieu, qui a été qui est mort sous les murs de Maastricht d'ailleurs, et qui nous a laissé quelques souvenirs assez intéressants, et qui a été celui qui a arrêté d'ailleurs, sur l'ordre de Louis XIV, le fameux Fouquet. Mais on est passé un petit peu de la monarchie qui enfermait les Fouquets au président de la République qui se montrait aux Fouquets. J'ai trouvé il y a quelques années, que c'était intéressant de voir c'était un symbole, ce que Léon Daudet appellerait un intersigne. On passe de Fouquet enfermé, etc., d'ailleurs de manière assez rude, parce que, soyons clairs, le roi le gracie, c'est-à-dire qu'il était banni, privé de ses biens et tout, et dans sa très grande bonté, Louis XIV le gracie, il pourra donc rester enfermé en France jusqu'à sa mort. Oui, bon, il y a des grâces qui sont quand même plus sympathiques que ça. Mais bon, on était passé de ce Fouquet-là, où l'homme le plus riche de France pouvait être arrêté, à des classes dominantes qui, elles, paradaient un soir d'élection aux Fouquets. C'était vraiment un symbole quand même assez frappant. Bon, maintenant c'est la rotonde, mais c'est un peu le même monde quand même. Alors, en tout cas, alors voilà, je continue. La féodalité fut l'œuvre de l'usurpation, etc., etc. Et il termine, si l'abus ne se couvre jamais, c'est sans doute lorsqu'il s'agit des droits sacrés de l'humanité, du trône et de la justice sociale. On trouve le peuple, les personnes, les peuples, la couronne, l'État, la justice sociale. Là, on a les 3 éléments de la politique monarchique de Louis XVI à travers cet extrait.
Et la justice sociale, et là une petite anecdote, c'est que dans les années 30, il y aura une revue qui s'appellera Justice sociale, qui était une revue animée par le Comte de Paris, c'était dans le cadre des métiers français justement, et ce titre de Justice sociale était donc ce petit journal royaliste qui se référait justement à cette formule créée par le roi Louis XVI. Voilà. Alors, en tout cas, c'est pas Marx, c'est pas Jaurès, c'est surtout pas Mélenchon, qui ont créé cette formule qui est devenue rituelle d'ailleurs dans le vocabulaire de gauche et d'extrême gauche, et c'est assez amusant d'ailleurs parce que quand on leur rappelle d'où vient cette formule, alors, au départ il dit ah non, c'est pas possible. Et puis alors comme je suis d'une très grande mauvaise foi dans ces cas-là, c'est-à-dire en fait bonne foi, je leur dis mais on va regarder ensemble Wikipédia, la justice sociale. Et puis là, ah oui, tiens, donc c'est étrange. Et à ce moment-là, j'embraye sur la pomme de terre et sur un certain nombre d'autres textes, etc. Et à la fin du cours, c'est quelque chose qui passe très bien et qu'après, ces braves gens sont tout contents d'aller répéter parce qu'évidemment, peu de gens le sachant, évidemment, on a l'impression de savoir un peu plus quand on dit que justice sociale vient du roi Louis XVI. Et on fait dire ça de bons républicains, c'est toujours intéressant quand ils reconnaissent, pour une fois, ce qui est vrai. Alors, la révolution survient. Et la bourgeoisie va en prendre vite le contrôle. Alors, c'est une surprise. J'ai découvert hier un texte que j'ai quelque part d'un Morazet, qui est un texte qui a été écrit dans les années 70, sous la direction de Lucien Febvre dans les Annales, où il explique que la Révolution française, personne ne l'attendait. Qu'en définitive, après on a construit tout un discours comme quoi elle était inévitable et tout, mais parce que les républicains voulaient, que le Marx voulait le sens de l'histoire, le sens obligatoire. En fait, cette Révolution française n'avait pas de raison d'être. Ou plutôt, elle a été une grande surprise. On pensait, bien sûr, il y avait des problèmes. Bien sûr, attention, n'imaginons pas que l'Ancien Régime était une période où tout le monde, je dirais, était heureux, etc. Mais attention aussi, n'oublions pas une chose, c'est que les moyens techniques qu'on avait à l'époque n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Le vrai scandale, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a tous les moyens de rendre heureux tout le monde, il y a 1 milliard de personnes qui carèvent encore la dalle. C'est ça le véritable scandale. Et on peut penser quand même que l'État a toujours tenté en France, jusqu'à la Révolution, de résoudre cette question parce que la légitimité du roi, elle reposait justement sur le fait de pouvoir protéger chacun et de pouvoir nourrir tous ou le plus possible de personnes. Et puis ne serait-ce que parce que la puissance, elle se comptait aussi en hommes. Il n'est de valeur que d'hommes, comme disait Jean Baudin, c'est aussi une réalité. Une bonne démographie, c'est un bon État, quelque part. Et donc, et les rois appliquaient de ce côté-là une stratégie qui était tout à fait, je dirais, logique. Alors, c'est une surprise, parce que, d'ailleurs, beaucoup de gens pensaient, de voyageurs, je l'ai dit, il y avait des problèmes, on savait, il y a eu en plus une crise alimentaire dans les années 1780, parce qu'il y a eu un léger refroidissement, enfin il y a eu des mauvaises conditions climatiques. Il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui, mais des mauvaises conditions climatiques. À un moment c'était trop sec, à un moment c'était trop humide, etc. etc. Bon, et donc on avait eu un certain nombre de difficultés, etc. On n'a pas eu de famine en revanche. On a eu des périodes de disette, mais on n'avait plus de famine. Ça c'est clair et net, c'est disparu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la monarchie, de l'organisation du royaume. Et la France apparaissait néanmoins comme le pays le plus riche du monde. Et puis toutes les premières places que je vous ai évoquées. Donc les voyageurs qui venaient, etc., disaient « Ah là là, quel pays prospère ?» Et puis d'autres disaient « Ah bah oui, il y a quand même des problèmes là, etc. etc. » Et le roi en était conscient, le fameux voyage à Cherbourg, qui est très intéressant là-dessus, qui nous donne beaucoup d'éléments, et que Gérard de Cortance, je crois que c'est lui, il a fait un très beau livre sur le roi qui voulait voir la mer, l'année dernière, qui est un livre qui explique tout cela de manière tout à fait sympathique et surprenante. Et donc, tout le monde pensait, à l'étranger, les ambassadeurs de Venise, de l'Autriche, évidemment, Marie-Antoinette étant fille d'Autriche, etc., mais devenue reine de France, la pauvre, elle subira le fait d'être autrichienne. C'est amusant de voir la xénophobie qu'on aura au moment de la Révolution française, de la République. Quand on nous parle des valeurs de la République, je dis, si c'est celle de 1793,
ça va pas le faire, hein, parce que là, vous nous parlez tout le temps d'accueil des migrants, etc., certains. Néanmoins, il semblerait bien que en 1793, les mêmes personnes auxquelles vous vous référez traitaient Marie-Antoinette comme la pire des pires parce qu'elle était étrangère et qu'on l'appelait l'Autrichienne de manière plus que péjorative. Donc, bon, j'aime bien rappeler quand même ce qui est, parce que les valeurs de la République de l'époque, d'ailleurs, certains proches du pouvoir que j'ai eu l'occasion de voir le reconnaissent fort aisément, n'étaient pas exactement les valeurs de la République telles qu'elles devraient ou voudraient être dans les discours officiels aujourd'hui. Bref, passons. Toujours est-il que la France devait être, plutôt le 19e siècle, devait être un siècle français. C'est comme ça que les ambassadeurs de Venise d'ailleurs voient le 19e siècle se profiler. Il y a tout pour réussir. Il y a le territoire, il y a les richesses, y compris les richesses du sous-sol, il y a la vapeur, il y a plein de choses. On se dit, bon, la France, c'est un pays d'inventeurs, c'est indéniable. Et en plus, depuis 1780, la France bat les Anglais sur leur propre terrain, la mer. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, plus jamais. Enfin, peut-être plus tard, mais de 1789 à 2023, plus jamais. Et à chaque fois qu'on a eu une marine, les Anglais se sont débrouillés quand même pour nous la descendre, pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais bref, bon, Merced Kébir par exemple, c'est le seul moment où on a eu une marine qui était à peu près, qui arrivait, mais qui n'a pas pu servir en fait, qui n'a pas pu servir, et ça c'est le grand drame d'ailleurs d'un pays qui est un petit peu un isthme, et qui hésite entre la mer et la terre. Toujours est-il que tout le monde pensait que le 19e siècle serait un siècle à venir français, mais il n'en sera rien, parce qu'il y aura cette révolution française. Je voudrais rappeler juste une chose, on est toujours dans les origines de la question sociale, rassurez-vous, c'est que c'est le roi qui a appelé à ce qui reste, à ce jour, 24 février 2023, la plus grande consultation populaire en France jamais faite. Même la consultation populaire de M. Macron, eh bien d'ailleurs les cahiers de doléances qui ont été rédigés, ils sont quelque part dans les cartons, ils n'ont même pas été rendus publics, alors qu'on aurait tous les moyens de le faire. Les 60 000 cahiers de doléances de 1789, on les a. On les a, ils sont plus ou moins bien conservés, mais enfin on a travaillé dessus, on a à peu près tous les textes possibles, inimaginables. Et juste une petite remarque, les historiens, parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau, depuis quelque temps on est en train d'en parler entre historiens, on considère désormais que l'inventeur du suffrage universel en France, c'est le roi Louis XVI. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de mes collègues mettent en avant le fait que lorsqu'il va y avoir les élections au bailliage, on va appeler tous les Français, alors c'est certes un suffrage masculin, mais on sait qu'il y a même des femmes qui ont voté à ce moment-là, dans certains baillages, c'est tous les Français qui sont appelés à voter. Suffrage universel indirect, mais bon. Et c'est quelque chose qui est en train, vous allez le voir apparaître dans quelques temps, peut-être dans les manuels scolaires, parce que c'est une nouvelle manière, on a reconsidéré la question. Voilà. Je referme la parenthèse, vous voyez comme quoi l'histoire n'est jamais terminée, y compris son étude. Alors, revenons à... Donc, c'est la bourgeoisie qui, malgré cet appel au peuple, au pluriel, de Louis XVI, va tirer le plus grand profit de ce grand mouvement né en 1789. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, effectivement, parce que... Alors, bon, je vous rassure, d'ici 23 heures, tout sera terminé. Alors, d'abord, dès les États généraux eux-mêmes, les bourgeois vont monopoliser la représentation du tiers-État. Il y a à peu près 600 membres du tiers-État, il n'y en a que 2 qui sont paysans, il n'y a pas d'ouvriers. Ce sont que des bourgeois, alors c'est des petits bourgeois, c'est des petits avocats, c'est surtout beaucoup d'hommes de loi. Hein, c'est assez amusant, beaucoup d'hommes de loi. C'est quelques maîtres de corporation aussi, qui sont d'ailleurs parfois, qui essaieront de réinvestir après, etc. Mais les bourgeois monopolisent la représentation du tiers-État et voudront même monopoliser, c'est le fameux texte de CIS, la représentation nationale. Et donc, après le 17 juillet 1789, eh bien, c'est les bourgeois qui vont imposer leur rythme au débat parlementaire. À partir de ce moment-là, j'avais une citation de Zèvres Sternel qui disait « C'est la Révolution française qui met fin à l'ancien régime dans le plus peuplé et le plus puissant des pays européens est venu donner une existence politique au corpus intellectuel des Lumières. » Donc c'est intéressant parce que Zèvres Sternel, c'est un personnage, est un historien israélien, il est décédé il y a quelques années, qui a fait beaucoup d'études sur les anti-lumières, sur les naissances. Alors il voyait des fascistes partout, hein. Mais au-delà de cette particularité où il
que tout le monde est fasciste en gros, etc. Ça lui avait quelques procès avec Bertrand Jouvenel et d'autres, et Thierry Monnier. Mais au-delà de ça, si on met de côté ce côté un peu, je dirais, agaçant, il ressort beaucoup de textes très intéressants qu'on avait un peu oubliés. Et en fait, en définitive, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il a plus valorisé qu'il n'a dévalorisé. Il suffit juste de mettre de côté la signification de fascisme français, qui n'a pas beaucoup de sens en tant que tel. Donc c'est pour ça que je me permettais aussi de le citer. Alors, donc, les bourgeois donc imposent leur rythme au débat parlementaire, imposent leur rythme à la politique. Ça va être le cas dans la nuit du 4 août, qui voit la fin des privilèges. Alors c'est un terme trompeur, hein, ça voulait dire loi privée. C'est le moment où on va voir la véritable naissance de la propriété privée. C'est la fameuse thèse de, alors je ne me rappelle jamais son nom, c'est un nom, de Ralph Blaufarb, etc., hein, qui explique, il y a eu un très bel article dans le Nouvel Obs il y a quelques années sur la propriété privée née en 1789, à partir de la nuit du 4 août, une forme de propriété qui avait donc, oui alors c'est... c'est un peu long, donc je le sacrifie, ne m'en voulez pas. Alors, ce qui est certain, c'est que il y a la nuit du 4 août, il y a les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, où on voit le droit à la propriété qui devient un droit sacré, mais c'est surtout que la propriété devient sacrée. Mais là encore, il n'est pas marqué propriété privée, mais c'est bien la propriété privée dont il s'agit. C'est la propriété privée exclusive, et c'est un véritable manifeste libéral, hein, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'ailleurs, pas rédigée forcément par des gens qui seront républicains par la suite. Les trois grands rédacteurs, c'est Bonnet, qui émigrera, c'est Lafayette, et c'est Mounier. Ils vont tous les trois émigrer, ils auront tous des sorts un peu particuliers, si ce n'est qu'ils resteront tous fidèles à la monarchie. Mais dans un sens très libéral, etc. etc. Mais ce n'est pas inintéressant à noter. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a la nuit du 4 août, et puis, eh bien, il y a... alors, la Déclaration des droits de l'homme qui est inspirée d'ailleurs d'une part la Révolution américaine et d'autre part par le décalogue. Un drôle de mélange, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, le but est d'arriver à contenter tout le monde, etc. Mais on voit bien que là, il y a plus de droits que de devoirs. Et alors, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est vraiment la logique libérale, c'est-à-dire qu'on met des droits, mais on ne met pas les devoirs afférents. Or, dans les anciens temps, il y avait toujours cet équilibre. S'il y a l'épée et la balance, c'est parce qu'il y a droit et devoir quelque part. Hein. Et c'est ça qui est important. Là, il n'y a plus d'équilibre. Il n'y aura plus que l'hubris des droits, la démesure des droits, qui va s'imposer naturellement et à partir de là, par la loi. Et à partir du moment où c'est la loi, elle va être d'autant plus terrible. On verra qu'elle pourra asservir, je dirais, un certain nombre de populations, en particulier les classes populaires. Alors, on va le voir en particulier lorsque vont être vendus les biens de l'Église. Les biens de l'Église vont être vendus sous forme de biens nationaux que nombre de paysans, de petits propriétaires, ils ne peuvent pas se les payer. Qui c'est qui va s'acheter ces biens nationaux? Ça va être le bourgeois de la ville, le bourgeois plus ou moins aisé de la campagne, le gros laboureur, ce qu'on appelle le gros laboureur, et puis les nobles. Beaucoup de nobles, d'ailleurs en Vendée, hein, c'est assez intéressant parce qu'on voit beaucoup de nobles qui rachètent des biens de l'Église. Alors certains pour les préserver, hein, mais d'autres pour les utiliser sans beaucoup de, je dirais, sans beaucoup de sentiments. Donc, désormais, ce qui est certain, c'est que là, on commence à se rendre compte que le monde paysan se rend compte qu'il a un peu été floué. Parce que la question sociale, quand je vous l'ai annoncé, vous avez sans doute pensé question ouvrière. En fait, la question sociale est aussi une question paysanne. C'est aussi une question paysanne. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est un peu l'angle mort aujourd'hui de la question sociale. Mais les petits paysans, ils se rendent compte de l'entourloupe. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter les terres qui sont vendues. En plus, un certain nombre de terres de l'Église, elles étaient exploitées par les petits paysans. Qu'est-ce que va faire le bourgeois de la ville? Il va mettre une clôture et il va faire venir des gens de la ville. Ça lui coûte moins cher. Et les gens se disent, mais attendez, on est toujours passé par là. Hein, le droit de parcours, etc., le droit de veine pâture, etc. Ah ben non, il n'y a plus le droit. La propriété privée. Propriété privée absolue. Et donc les petits paysans commencent à grogner. Et bien sûr, il y aura l'affaire des cloches, bien sûr, il y aura l'affaire du cimetière, bien sûr, il y aura l'affaire de l'église, etc. Mais il y aura aussi cette question de la propriété, parce qu'on voit un immense transfert de propriété, des propriétés du clergé qui étaient relativement ouvertes en définitive, à des propriétés donc bourgeoises, privées, qui sont, elles, totalement fermées. Propriété privée, défense d'entrée.
Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau dans le monde paysan. Et ça va déstructurer, ça c'est à l'origine d'une question sociale paysanne qui n'est pas encore totalement réglée aujourd'hui, parce que du coup, ils vont voir les nouveaux maîtres et les gens de la ville avec beaucoup de méfiance, y compris jusqu'à aujourd'hui. Hein, cette méfiance qu'il y a véritablement entre les bourgeois, entre la ville et la campagne, elle existait sans doute avant, hein, attention, hein, mais elle va s'exacerber, et la guerre de Vendée, ce sera ça en particulier aussi, elle va s'exacerber jusqu'à encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien le monde, la différence entre les ruraux et puis ceux qui arrivent, les néo-ruraux ou les rurbains, ça ne se passe pas toujours très bien, hein, c'est pas le même état d'esprit, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, donc, la vente des biens du clergé, elle marque le transfert des richesses d'un ordre, le clergé, à ce qu'on pourrait qualifier de classe, la bourgeoisie. On passe dans un autre monde. Alors, il va y avoir des résistances, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que la nuit du 4 août, la déclaration des droits de l'homme citoyen, la vente des biens du clergé marque la véritable naissance d'une propriété privée absolue qui s'impose à toutes les autres formes préexistantes de propriété et qui va désormais remodeler autant le paysage agricole lui-même que le paysage social des campagnes. Il y aura des résistances à cette privatisation. Il y aura un mécontentement rural, hein, qui alimentera les différentes révoltes dans le Berry, en Bretagne, et puis la plus connue évidemment en Vendée, avec évidemment d'autres carburants qui vont lui donner cette importance qu'on lui connaît. Alors, un autre élément qui va créer cette nouvelle question sociale à partir de 1789, c'est justement cette spoliation des biens qui en finit avec tout le rôle social de l'Église. Il n'y a plus la dîme. La dîme existait depuis presque 1000 ans. Hein. C'était quelque chose qui était apparu à peu près sous Charlemagne. Il n'y a plus la dîme. Mais du coup, comment va-t-on pouvoir, je dirais, entretenir les hôpitaux, les hôtels-dieux? Comment va-t-on pouvoir entretenir les asiles? Comment va-t-on les maisons qui accueillaient les pauvres? Comment va-t-on faire pour l'école? Je prends un cas tout simple. Parce qu'il n'y a pas que cette vente des biens de l'Église. Il y a aussi le fait qu'on dissout les congrégations. Le libéralisme devient autoritaire, voire plus. On dissout les congrégations, on dissout tous les ordres religieux, même on interdit, étonnant, on interdit aux moines d'être moines. En gros, c'est ça. Et aux bonnes sœurs d'être bonnes sœurs. Bon, il y a un mouvement de sécularisation, il n'y a pas le droit, etc. C'est interdit. Bon, voilà. Moi, par exemple, à Versailles, je suis dans un établissement qui est un ancien couvent. C'est le couvent de la Reine qui a été créé par la reine Marie Leczinska. Pour les filles. Il y avait 600 jeunes filles à la veille de la Révolution. On leur dit, du jour au lendemain, en 1792, ils ont réussi à passer, en 1790, 91, ils ont réussi avec des exemptions, des exceptions et tout, puis en 92, boum, le couperet tombe, et donc on leur dit au revoir. Et on dégage tout ça, etc., et on enlève les religieuses et les 600 élèves. Résultat des courses, eh ben les 600 filles n'auront plus d'école. C'est-à-dire que la question sociale, elle se double aussi d'une question féminine, quelque part. Et oui, on l'oublie un peu. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes victimes de la Révolution française aussi, ce sont les femmes. Ça fait partie aussi de cette question sociale. Parce que les femmes sont exclues du domaine du savoir. Hein, en plus, quand on voit les propos de Robespierre et de quelques autres sur les femmes, c'est assez terrible. Prenons le cas de Marie-Antoinette. La reine Marie-Antoinette est condamnée pour 3 choses. Elle est condamnée parce qu'elle est reine, parce qu'elle est d'origine étrangère, autrichienne, et parce qu'elle est femme. Il n'y a qu'à voir au moment du procès ce qu'on dit sur elle. Et Olympe de Gouges, elle-même, sera condamnée à mort parce qu'elle dit des choses que son sexe n'a pas à dire. Cette question sociale, vous voyez qu'elle touche des tas de domaines un peu différents. C'est pas que la question ouvrière, c'est la question paysanne, c'est aussi la question féminine. Attention, hein, je ne vais pas m'y attarder trop non plus, parce que sinon nous serions là encore. Oui, déjà nous sommes encore là. Donc, alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes ces mesures anti-religieuses se traduisent par une augmentation de la pauvreté. La pauvreté explose littéralement sous la Révolution française. La pauvreté. Par une profonde désorganisation de ce que l'on pourrait nommer l'aide ou l'accueil social. Et puis même, ça a des conséquences environnementales. La faim, par la nuit du 4 août, le fait que tout le monde ait tout d'un coup le droit de chasser, par exemple. Avant, le droit de chasse était limité à quelques personnes, les nobles. Mais d'ailleurs, attention, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout le monde profitait du gibier pris par les nobles. Et puis, lors des grandes fêtes et tout, en fait, c'était un moyen d'acheter d'ailleurs aussi la paix sociale, il faut être clair. Hein, mais c'était une forme de convivialité qui existe encore. Et donc, tout le monde profitait, etc. Lors des mariages, le seigneur venait, et il amenait généralement des charrettes entières de... Là, le fait que tout le monde ait le droit de chasse va entraîner
je dirais, la disparition du gibier. En 10 ans, plus de gibier. On n'a quasiment plus de gibier en France. En 10 ans, moins de 10 ans. Et encore mieux, la question sociale, elle se double encore de la question environnementale sur le bois, la forêt. Eh oui, parce que tous les biens de l'église, c'était beaucoup de bois. Et il y avait la clairière, il y avait quelques champs, mais on gardait toujours du bois. Bon, on va couper tous les bois. Les bourgeois achètent les forêts, on coupe les bois pour vendre et surtout pour faire des champs de blé ou autre chose. Seulement le problème, c'est qu'on a coupé tellement de bois, Chateaubriand s'en plaindra d'ailleurs, hein, on a ravagé la France de ce côté-là, qui déjà n'était pas très vaillante à ce moment-là. On a plus de bois qu'on en avait à l'époque, de forêts qu'on en avait à l'époque. Et il y a un problème qui va se poser. On a considéré, alors là il y a un chiffre que je tiens à vous donner, mais vraiment au conditionnel, on parle de 3 millions d'hectares, 30 000 km² de bois qui auraient été déforestés en France. 3 millions, ça me semble énorme, mais c'est le seul chiffre que j'ai trouvé en faisant une petite recherche sur la question. Ce qui est certain, c'est que ça sera une des causes de la défaite de Napoléon. Alors vous allez dire, mais quel rapport entre la question sociale, la question environnementale et la défaite de Napoléon? Eh bien si. Parce que quand il s'agira de trouver du bois pour faire des grands bateaux, des grands mâts et des grandes coques, ah ben il n'y a plus. Et c'est comme ça que Athènes était morte 2000 ans auparavant, et c'est pour ça qu'ils allaient se battre et se faire battre en Sicile, même chose. Vous voyez comme quoi en fait, la monarchie avait trouvé un bon équilibre d'une certaine manière, toutes ces questions. Là, la révolution bouscule tout, et la révolution, elle déstructure tout. C'est surtout la déstructuration, hein, la révolution quelque part, elle essaiera de restructurer après, mais on le verra de manière assez artificielle. Alors, les deux lois qui vont vraiment symboliser la révolution antisociale, c'est les lois de 1791. C'est vraiment celles-là qui vont symboliser la naissance de la question contemporaine, sociale contemporaine, la naissance du prolétariat, au sens fort du terme. Ce sont les lois d'Allard, souvent appelées décrets d'Allard, et la loi Le Chapelier, toutes deux votées en 1791 par les députés de la Constituante, en mars, puis en juin. La première, le décret d'Allard, c'est rebelote-Turgot. Sauf que là, ça va être définitif. C'est la suppression des corporations au nom de la liberté du travail. Toujours au nom de la liberté du travail. En fait, ce n'est pas la liberté des travailleurs, c'est la liberté de l'argent d'exploiter le travail. Je fais simple, mais c'est ce qui va se passer réellement et concrètement. Et c'est pas... donc c'est désormais l'argent qui commande au travail. C'est désormais l'argent qui commande au travail. C'est une véritable révolution copernicienne dans le domaine économique et social. Et alors, ça va provoquer beaucoup de colère, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui disent « Oh, pas d'accord parce qu'il n'y a plus d'accord sur les salaires. » Déjà, avec la fin de, je dirais, l'Église étant presque mis hors jeu, déjà, on pouvait forcer les gens à travailler le dimanche. Eh oui, il n'y avait plus de jours de congé, puisque c'est les jours religieux. Bon, en quelques mois, le temps de travail des ouvriers et des artisans augmente considérablement. Et donc, ils ne sont pas contents. Ils disent « Mais attendez, on n'a jamais travaillé le dimanche. On n'a jamais travaillé à la fête de ceci ou de cela. » Et puis surtout, nos salaires, ils étaient fixés de manière assez... c'est pas le marché qui fixait, c'était les corporations qui fixaient. Et donc c'était la qualité qui les fixait. Là, tout d'un coup, il n'y a plus que la loi de l'offre et de la demande. Et donc, les salaires s'effondrent. Alors que les prix augmentent, que l'inflation explose. Bon, imaginez ça. Hein, évidemment, ça crée un problème dans les villes et de véritables révoltes. Alors qu'ils essayent de récupérer d'ailleurs des enragés et tout, mais avec plus ou moins de succès. C'est un peu les mêmes choses que les Black Blocs avec les Gilets jaunes, parce que c'est exactement ça. Et du coup, la révolution, la première lame coupe le poil, la révolution tire le poil, la deuxième lame coupe définitivement. C'est la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier, elle est faite, c'est une loi de réaction à la révolte ouvrière. C'est une loi de réaction, c'est une conséquence des contestations ouvrières et corporatives. C'est d'ailleurs ce qu'il indique, c'est un député rennais, hein, Le Chapelier, en présentant sa loi, il évoque les protestations et le mécontentement des ouvriers qui se marquent par les assemblées et les manifestations qui, selon lui, se propagent dans le royaume. Et alors, il donne les revendications, des salaires minimums pour le prix de la journée d'un ouvrier, des sociétés de secours, des associations d'intérêt professionnel. Il dit, voilà, on veut recréer les corporations, on vient de les démolir, et là, c'est les ouvriers, c'est la base qui nous demande de recréer les corporations. C'est même pas souvent les maîtres, hein. Les maîtres avaient mis de l'argent de côté, parfois ils se disaient, bon allez, pourquoi pas tenter autre chose. Mais, donc c'est à la base. Et donc, sa loi, c'est un net rejet de tout droit d'association. On peut véritablement considérer que le prolétariat naît à travers ces deux lois, et particulièrement à travers la loi Le Chapelier, parce que la loi Le Chapelier, elle interdit le droit de grève, qui était autorisé sous la monarchie d'Ancien Régime.
Elle interdit le droit d'association ouvrière, aussi patronale, sauf que les patrons réussiront très rapidement à recréer des associations. Et pas les ouvriers. Les ouvriers sont réprimés. Donc déjà, on se dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est la justice? Où est la justice sociale? Bon. Et donc, cette loi Le Chapelier, elle donc, il faudra attendre 1864 et la loi Émile Ollivier pour que le droit de grève soit à nouveau reconnu. Et il faudra attendre 1884 pour qu'on crée à nouveau le droit d'association syndicale, mais là, qui sera un syndicalisme, je dirais, de lutte des classes et plus du tout les corporations de conciliation d'ouvriers. Et ça, c'est évidemment le drame. Et ce qui est certain, c'est que la loi Le Chapelier est une loi extrêmement répressive. Il faudra donc... on peut la comprendre. Soboul, qui est un communiste, avait écrit, j'avais trouvé ça... toute action concertée en vue d'agir sur les prix et les salaires était interdite. L'interdiction de la coalition et de la grève ouvrière, qui persista jusqu'en 1864 pour le droit de grève, jusqu'en 1884 pour le droit syndical, constitua la pièce maîtresse du capitalisme de la libre concurrence, le libéralisme fondé sur l'abstraction d'un individualisme social égalitaire, profitant au plus fort. C'est pas un royaliste qui a écrit ça, c'est un communiste, c'est Albert Soboul. Mais je vais vous faire un aveu, c'est que cet été, j'ai lu pratiquement toute l'œuvre d'Albert Mathiez. Albert Mathiez, c'est un des grands historiens, on va dire de gauche, communiste, etc. Et alors, je suis très surpris, parce qu'évidemment, il n'est pas monarchiste du tout, loin de là, mais il évoque à chaque fois la monarchie d'Ancien Régime, le système social d'Ancien Régime, comme le plus équitable. C'est assez étonnant d'ailleurs, il est très, très honnête, etc. Il dit, mais ça fonctionnait bien, etc. C'était l'État qui régulait tout ça, etc. Et aujourd'hui, il ferait bondir un Mélenchon, mais je ne suis pas sûr que Mélenchon soit capable de le lire jusqu'au bout. Alors, en tout cas, c'est un homme de grande culture, mais qui ne lit que ce qu'il a envie de lire. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que du coup, ça provoquera évidemment cette misère ouvrière, parce que l'ouvrier n'a plus aucun moyen de pouvoir contester, et qu'en plus, la République ne va pas lui faciliter la vie. On va créer un nouveau calendrier. Alors déjà, on est obligé, on peut travailler le dimanche maintenant, plus personne ne peut contester le travail du dimanche. Et au moment c'est encore mieux avec les décades, il y a 10 jours, donc un seul décadi. Et quand les ouvriers disent, mais nous on ne voudrait pas travailler le dimanche, ah oui, mais c'est le calendrier ancien, on peut être condamné. On peut être condamné, emprisonné, voire guillotiné. Et oui, c'est allé jusque-là. Et donc là encore, le temps c'est de l'argent. Bon. Et ça va donc ainsi aller très loin, et ça expliquera la réaction de l'historien proche de Charles Maurras, je crois qu'il a été secrétaire de Maurras, Pierre Gaxotte, qui évoquera cette loi Le Chapelier comme la cause de la contestation syndicale. Il dira en gros que le syndicalisme du 19e et du 20e siècle, c'est la conséquence, c'est la réaction légitime, normale des ouvriers face à cette loi Le Chapelier qui est extrêmement répressive à l'égard de ce monde ouvrier. 1791, c'est véritablement l'année la plus maudite pour le monde ouvrier. C'est vraiment l'année maudite. On pourrait, j'y ai consacré beaucoup d'articles à une certaine époque, au moment des Gilets jaunes, j'en ai beaucoup parlé aussi avec un certain nombre de personnes. Ce qui est certain, c'est que vraiment, c'est la fin du système organique, corporatif, de ce modèle social français qui aurait pu être le modèle alternatif du modèle anglo-saxon. Et c'est vraiment, et c'est ce que disait le comte de Paris dans son fameux livre Le Prolétariat, publié dans les années 30, il dit, oui, c'est un coup d'État bourgeois, comme le disait Marx, et il reprend la formule de Marx et tout, mais enfin, il n'y a pas que Marx à l'avoir dit, Villeneuve, Bargemont l'évoque aussi à sa manière, et en définitive, ça a créé le prolétariat dans le sens où on a un ouvrier qui ne peut se raccrocher à rien, et la révolution va continuer de pire en pire. Napoléon, le livret ouvrier en 1803, et le dimanche, l'Église vient lui demander, etc., à nouveau le repos du dimanche, parce que le dimanche, à nouveau, redevient un jour plus ou moins férié en 1806. Et Napoléon dit ceci avec un grand cynisme, il dit, mais écoutez, les ouvriers, ils veulent bien manger le dimanche, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas travailler? Alors en gros, ils concèdent que le matin, c'est réservé à la messe, et que l'après-midi, ils peuvent continuer à travailler. Il faudra attendre. Le roi Louis XVIII, en 1814, c'est une des premières mesures qu'il prend, la sanctification du dimanche. Au départ, c'est officiellement une loi religieuse, mais pas tant que ça quand on la lit bien, pour que le dimanche devienne à nouveau un jour férié. Et ça sera contesté par la bourgeoisie. Il dit, mais comment, vous vous rendez compte? On ne va pas être compétitif.
Bon, ça c'est toujours le même argument, on ne va pas être compétitif. Et Louis XVIII ne cédera pas. Même s'il ne reviendra pas, il ne pourra pas le faire sur les lois de 91. Je suis en train de travailler un peu là-dessus. Je découvre des choses tout à fait étonnantes sur ce Louis XVIII qui est aussi le créateur de quelque chose qui est une tentative de régler la question sociale, c'est le livret de caisse d'épargne. Et oui, 1818, c'est lui qui va accepter et qui va mettre en place le livret de caisse d'épargne. Le but, c'est que tout ouvrier, même le plus petit, puisse mettre un sou de côté, etc., pour se prémunir pour ses vieux jours. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc 1791, c'est vraiment l'année maudite pour les travailleurs. C'est la fin de ce modèle social corporatif. Seul triomphe le modèle anglo-saxon, du moins un temps, car on verra de nombreuses réactions venues du pays réel, rural comme urbain, et qui vont permettre d'amender cet ultralibéralisme dont les lois de 1791 sont véritablement l'apogée. On n'est jamais allé aussi haut. Aujourd'hui, on est dans un modèle un petit peu mixte, etc. En fait, toute la vie sociale quasiment depuis 91, c'est l'idée de récupérer des droits qu'on a perdus en 1791, et c'est pas fini comme on le voit. Alors, je voudrais terminer sur une loi anglaise, et oui, parce que là, je suis encore un peu long. Donc, juste par une loi anglaise qui va avoir des conséquences sur la question sociale en France, et qu'on évoque très peu, et que très peu de gens connaissent. C'est le Bill de 1812 sur les machines. Ou plutôt, c'est une loi anglaise, et ça sera d'ailleurs le premier discours de Lord Byron devant la Chambre des Lords qui va contester cette loi, qui condamne à mort les destructeurs de machines. C'est le fameux mouvement des Ludites qui a lieu dans l'endroit où étaient censées se passer les aventures de Robin des Bois au Moyen-Âge. Et en 1812, il y a donc un mouvement de révolte contre les machines, contre le machinisme, et donc cette loi est votée, il y aura une vingtaine de personnes qui vont être pendues pour avoir touché à des machines, etc. Pourquoi est-ce que c'est important pour la France? Parce que le modèle anglo-saxon, je vous l'ai dit, il dépasse, je dirais, les frontières. Et en France, eh bien, on aura la même attitude quelque part. On n'aura pas une loi qui condamnera à mort ceux qui cassent les machines. Mais lorsque, dans les usines, j'ai trouvé des témoignages il y a quelques années absolument ignobles, un ouvrier a le bras emporté par une machine, broyé par une machine. On ne va pas démonter la machine. On va couper le bras de l'homme, qui a peu de chances de survivre d'ailleurs dans certains cas quand la gangrène s'y met. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on a notre loi de 1812 la loi de 1812, elle est bien connue par un certain nombre de gens de l'époque. Et les propriétaires d'usines et autres vont s'en servir en disant, ben voilà, il n'y a pas de raison que vous ne respectiez pas cela. Ce n'est pas une loi française, mais ça va devenir une habitude européenne. Voilà. Alors, donc voilà, en France, donc, la telle loi ne sera pas votée, mais on verra que les machines prendront le pas sur les hommes dans beaucoup de cas. Alors, j'ai essayé en quelques mots, trop long évidemment, j'ai essayé en quelques mots d'exposer les origines de la question sociale en France. Paysanne, ouvrière. Bon, c'est vraiment la date de 1791 quand on regarde. Parce que 63-64, on pouvait passer outre. 76, ça n'a pas marché. Mais c'est vraiment 89-91, c'est vraiment cette période, ces 2 années très resserrées qui vont faire basculer véritablement, casser ce modèle. Et je vais vous dire une chose, c'est que tout l'effort, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on va avoir d'ailleurs à travers la participation, etc., qu'on aura un peu après, c'est l'idée de recréer un patrimoine corporatif. C'est l'idée de recréer, je dirais, ce qui se passait avant, où il y avait des caisses de secours mutuels. On a d'ailleurs pour les retraites des caisses corporatives. Regardez les avocats. Les avocats, ils ont leur propre caisse. C'est en fait une reconstruction des structures anciennes. Donc on a quand même aujourd'hui des tentatives de mixte, d'essayer d'arranger un peu les choses en s'inspirant du modèle du passé. C'est en tout cas la date de 91, la date la plus importante, celle qui fait date et qui va laisser le champ libre, au moins pour le 19e siècle, au modèle anglo-saxon en France, avant que ce soit le modèle états-unien qui arrive au début du 19e siècle avec la société de consommation et le développement. Et la réaction, elle aura lieu dès le début du 19e, etc. Elle va avoir lieu grâce aux catholiques, grâce aux royalistes, mais aussi grâce à quelques socialistes comme Proudhon, et puis après les syndicalistes, des gouvernements et des régimes que certains qualifieront d'ailleurs de néo-colbertistes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que chaque fois qu'il y a une réaction, on a dit « Ah, c'est le retour à l'ancien régime ». Et je me suis intéressé à voir justement ce qui était dit dans les années 1870-1914, à chaque fois,
l'argument d'une part de la bourgeoisie, c'est vous voulez revenir à avant 89. En gros, avant 91, etc. etc. En tout cas, en ces temps de mondialisation, désocialisant, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dissociété, selon le philosophe Marcel de Corte, il n'est pas inutile de se rappeler que nous sommes des héritiers, y compris des situations, je dirais, désagréables de notre histoire, des situations que nous pouvons ne pas aimer. Sans doute, à ce moment-là, en pensant à ce qui a été hier et à ce que pourrait être demain, faut-il repenser surtout aux politiques d'abord de Charles Maurras pour rétablir la justice sociale chère au roi Louis XVI. En cela, nous serons des héritiers fidèles à la plus longue histoire de France, qui est aussi une histoire sociale, et à l'esprit de ceux qui ont bâti ce pays en pensant au bien commun plutôt qu'à un quelconque égoïsme personnel ou de classe. Sociaux parce que royalistes, cette formule et cet héritage, eh bien, nous engage, et c'est pour ça que être royaliste aujourd'hui, ce n'est pas se contenter de crier « Vive le roi », mais c'est aussi de penser la justice sociale et le lendemain meilleur que nous souhaitons à ceux d'aujourd'hui comme à ceux qui viendront. Merci beaucoup de votre attention et de votre patience surtout.